Salut les amis, je voulais vous parler de la course Cross Andes avant de vous publier prochainement une vidéo inside. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un retour mécanique et physiologique sur cette épreuve qui s'est déroulée du coup dans le centre-sud de Chili et qui est organisée par Mariano et Paulina, qui sont des amis qui ont participé au Biking Man au Pérou en 2019. Bref, l'idée c'est de vous donner quelques tuyaux sur à quel point la machine a pris cher et à quel point j'ai pris cher, pour que vous puissiez éventuellement à la fois recevoir des conseils qui vous seront utiles pour des défis similaires, voire peut-être si vous souhaitez vous lancer sur la course Cross Andes, que vous puissiez bien vous préparer, parce que c'est pas simple l'histoire, c'est un sacré chantier et il faut venir préparer. Et avant tout, un petit jingle. Alors, cette course Cross Andes, je ne vais pas vous refaire la présentation du vélo, je vous invite à regarder la vidéo du Brésil, du Biking Man du Brésil, que j'ai réalisé avec la même machine, avec l'origine, le Grax 2 qui est juste à côté de moi. La configuration est très très proche, du coup regardez cette vidéo si vous voulez comprendre et connaître le détail du matos que j'ai emporté sur Cross Andes, puisque les seules petites différences que j'ai apportées à ma configuration du Brésil, c'est principalement ce que je porte sur moi, c'est-à-dire une doudoune. Au Brésil, j'avais remplacé cette doudoune par une veste de pluie que j'ai détaillée sur la vidéo du Brésil. Et là, vu qu'il n'y avait pas de pluie prévue sur le parcours, et ben, j'ai apporté ma grosse doudoune pour pouvoir me protéger du froid. C'est la différence majeure sur la configuration de bikepacking que j'ai emporté. Sinon, tout le reste est identique. Côté mécanique, du coup, sur ce challenge Cross Andes, pour rappeler en termes de chiffres, c'est 1000 km pour avoir cette médaille. 14 000 mètres de dénivelé positif avec 500 km, un petit peu plus, de gravel. Sur le papier, ça paraît facile, entre guillemets, mais attention, puisque le gravel au Chili, pour l'avoir traversé 2 fois, et maintenant pour avoir en plus réalisé le Challenge Cross Andes, est très engagé, puisqu'à la grande différence du gravel européen et principalement français, c'est que les pistes sont empruntées par des voitures, des camions, des 4x4. J'ai d'ailleurs failli me cracher violemment avec un 4x4 qui conduisait un peu comme un fou. Et la grande différence, c'est qu'il y a des véhicules, contrairement aux pistes européennes, où souvent elles sont interdites aux véhicules, du coup elles sont mieux entretenues, ou en tout cas pas endommagées par les véhicules. Du coup, ça crée un engagement physique et technique et mécanique qui est un peu plus important. C'est presque du VTT en fait, hein. Il y a pas mal de passages techniques, des pierriers, ce qu'ils appellent les Cuesta de Vaca, la calamine en fait, qui sont ces petites vaguelettes qui sont provoquées par le passage des voitures, qui est infernal en gravel parce que ça vous détruit complètement le corps et la machine. Bref, sur le papier, le challenge est facile, mais dans la réalité, c'est bien plus dur que ce qu'il n'y paraît et ce que les chiffres laissent transparaître. Côté mécanique, du coup, je suis, comme je vous le disais, venu avec le Grax 2, avec des roues carbone, des pneus en 40 qui sont identiques à la configuration du Brésil, les Schwalbe, les G1 qui sont redoutables. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme galère mécanique? Déjà la chute, j'en ai eu 3 exactement. Et j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas tordu ma patte de dérailleur, mais s'il y a bien un conseil que je répète encore dans cette vidéo, c'est de prendre en permanence une patte de dérailleur supplémentaire dans l'hypothèse où vous tombez du mauvais côté et où vous tordez la patte de dérailleur. C'est essentiel. J'en avais une, j'ai eu de la chance, ça n'a pas été tordu, mais j'aurais pu parce que je suis tombé des deux côtés. Je suis tombé du côté gauche et du côté droit où se trouve la patte de dérailleur. Et j'ai eu de la chance. Globalement, le vélo a pris cher au niveau des cocottes, droite et gauche, qui sont maintenant bien inaugurées sur le groupe GRX. Là, elles sont bien gravées du gravier chilien. J'ai pas eu de galère sur le groupe, contrairement au Brésil, puisque les conditions étaient plus sèches au niveau de la transmission, des passages de vitesse pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo. Là, globalement, le groupe s'est très bien comporté, malgré le fait que c'était extrêmement poussiéreux. Il n'y a pas eu de soucis. Je n'ai pas eu à remplacer les plaquettes, contrairement au Brésil également, puisque avec la sécheresse ça allait, il n'y avait pas trop d'usure, elles étaient neuves et il m'en reste encore un bon tiers sur les 2 disques. Donc globalement je suis assez satisfait, la machine a vraiment tenu malgré le fait qu'elle ait été poussée un peu dans ses derniers retranchements. Les pneus tubeless, je vais vous le montrer en vidéo, ont des marques de l'ensemble des cailloux qu'on a pu taper. Il y a eu pas mal de préventifs répandus, mais j'ai pas eu de crevaison, aucune crevaison. Par contre vous pouvez voir que sur les pneus ça a pris cher. Et que là, clairement, le pneu arrière, je pense que je peux le remplacer.
Il a maintenant un peu plus de 3000 au compteur, dans des conditions un peu abominables. Mais vraiment, je recommande chaleureusement ce complexe de pneus parce qu'il est très très bon, très efficace. Il a encore prouvé sa versatilité route gravel. On n'est pas trop ralenti sur la route malgré le fait que ce soit du 40 mm de large. Les roues globalement ont bien tenu, pas de rayons cassés. Les Primals avec le moyeu dynamo, là j'étais un des seuls à être équipé en moyeu dynamo, mais j'étais surtout le plus visible et techniquement ça a tenu, c'est du super matos. J'avais un bon éclairage avant, bon éclairage arrière, donc j'étais visible 24 h sur 24 parce que je ne coupais jamais mes lumières, de manière à vraiment être le maximum visible auprès du trafic, puisqu'il y a quand même pas mal de passages sur ce parcours, mais souvent avec des passages de camions, de 4x4, donc c'est important d'être visible, notamment quand il y a des gros nuages de poussière qui se soulèvent. C'est important d'être vraiment visible, même en journée, puisqu'il y a du passage. Que vous dire d'autre? J'ai eu une petite galère avec mon capteur de puissance que j'ai testé un peu dans ces derniers retranchements là, avec les rallyes Garmin. Il m'a fait la surprise de ne plus avoir de batterie sans m'annoncer quoi que ce soit. J'ai eu d'abord la pédale gauche à couper, ce qui me provoquait des déficits de puissance assez importants parce que j'avais qu'une pédale qui marchait, et après la pédale droite qui a lâché. Bon, c'est un peu un inconvénient de ces pédales, je ferai un tuto spécifique, mais vu que c'est des piles, c'est un peu compliqué à trouver, c'est un peu galère à changer, donc je m'en suis pas préoccupé, j'ai fonctionné aux sensations. Mais en tout cas, ça m'a lâché pendant l'épreuve. Quoi d'autre? Globalement, sinon techniquement, la machine a survécu, malgré les conditions abominables. Alors bien sûr, j'ai eu à faire une révision du corps de cassette et du moyeu arrière avant la course, parce qu'il y a eu quand même pas mal de poussière suite aux quelques rides d'exploration que j'ai pu faire dans l'Atacama chilien avec la poussière et le sable. Et là, clairement, il y a une énorme révision à faire sur le vélo pour à la fois contrôler l'intégrité du cadre, contrôler les plaquettes de frein, contrôler le rayonnage des roues, contrôler la transmission, nettoyer le tout, nettoyer les cocottes qui ont pris du sable quand j'ai chuté puisqu'elles se sont soulevées et du coup il y a du sable qui est rentré, je pouvais plus freiner, je pouvais plus changer de vitesse. Bref. Grosse révision qui s'impose pour la partie mécanique. Voilà ce que je peux vous dire sur la machine, elle a tenu le coup et j'en suis ravi. J'ai vu derrière, puisque je suis arrivé donc 5e sur cette épreuve, qu'il y a eu quand même pas mal de casses. Il y a eu des corps de cassette cassés, des rayons, des chutes, des plaquettes de frein, enfin bref. Ça a un peu cassé de partout, c'est normal vu l'engagement de l'épreuve. À refaire techniquement, je ne sais pas si je ne prendrais pas un VTT semi-rigide plutôt qu'un gravel, parce que les 500 et quelques kilomètres de gravel sont vraiment plus du terrain VTT que du gravel pur comme on peut connaître en Europe. Et le gain de confort versus la perte de vitesse qu'on peut avoir dans les ascensions avec un VTT. J'avais d'ailleurs Pablo, un Argentin qui me suivait de très près, qui en a pas arrêté de se passer pendant les 2 premiers jours, qui était en VTT semi-rigide et qui descendait comme une flèche là où j'étais, comme un sac à patates, secoué dans tous les sens sur le gravel. Et finalement il n'est pas arrivé très loin derrière moi. Ce qui prouve bien que là, sur cette épreuve, peut-être que le choix du semi-rigide serait plus opportun que le gravel. À présent, sur le corps, sur la partie physiologique, c'est probablement une des courses les plus éprouvantes que j'ai pu faire à cause du terrain extrêmement engagé. D'une part, je l'ai répété plusieurs fois, le gravel était vraiment très difficile physiquement, techniquement. C'était très fatigant, les portions gravel étaient longues, des fois, parfois plus de 100 bornes. Physiologiquement, j'ai des belles traces sur les mains à cause des vibrations. Perte de sensibilité sur le bout des doigts, accentuée par le fait que j'ai enchaîné le Brésil et le Chili. Donc j'avais pas tout à fait récupéré la sensibilité de mes doigts suite au Brésil. Là, clairement, avec le Chili, je les ai perdus. Du coup, ça va me prendre un petit peu de temps avec la compression du nerf à revenir. Bon, bien sûr, les chutes des deux côtés, le vélo a pas pris beaucoup, mais le corps prend généralement pour les chutes. Donc malléole, genoux, hanches des deux côtés, donc j'ai 2 gros hématomes sur les hanches. Ça prend un peu de temps à récupérer, mais surtout ça m'a provoqué une contracture dans la jambe gauche, ce qui a fait qu'à partir du jour 2, j'ai pédalé sur une jambe et demie au lieu de 2. Et ça a été très dur physiquement. Et là-dessus, j'avais pas de crème, j'avais pas pris de produits spécifiques, et j'aurais peut-être dû. Côté ravito, il y avait tellement peu de choses sur la route, c'était vraiment galère sur ce sujet. Il y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait se ravitailler facilement, il y avait de très grandes distances parfois sans ravito. Ce que je recommanderais, c'est de prendre des pilules pour pouvoir désinfecter l'eau.
et de pouvoir recharger des bidons directement dans les rivières. J'ai d'ailleurs Ashley, l'américaine, qui a abandonné après s'être fait morte par un chien, qui m'en a donné une à un moment pour pouvoir m'aider pour ravitailler en eau parce qu'il n'y avait absolument rien. Et côté bouffe, j'avais du complément en électrolytes et en carbohydrates, heureusement. Un grand merci à l'ami Daniel du Venezuela qui m'avait donné un peu de compléments alimentaires sur la côte du Brésil et que j'ai emporté sur le Chili. Donc j'ai un petit sac de poudre de carbohydrates qui m'a beaucoup aidé à tenir sur des distances parfois jusqu'à 8 heures sans ravito. Physiquement c'est très très dur parce que du coup il faut réduire le rythme au maximum pour pas se mettre dans le rouge et pas tomber en fringale. Et ça m'a bien aidé. Que vous dire d'autre? J'ai eu aussi perte de sensibilité au niveau des pieds, puisque avec les vibrations, bon, moi j'utilise des chaussures Spericon qui sont pas vraiment recommandées pour faire d'ultra, parce que la semelle c'est une baramine, c'est des chaussures de coursier, mais elles sont très très efficaces et légères. Mais du coup j'ai une perte de sensibilité provoquée par l'appui sur le métatarse, sur le bout des doigts de pied, qui est toujours pas revenu suite au Brésil, et là c'est accentué avec le Chili. Donc gros temps de récupération aussi là-dessus. J'ai pas eu de soucis physiologiques type essuie-glace, douleur genou, douleur de tendon, parce que j'ai une position là avec le Grax maintenant, ça y est, j'ai épousé la machine et elle m'a épousé. Donc on s'entend bien et là-dessus on se respecte et j'ai vraiment une très très bonne position. J'ai aucune douleur là-dessus. J'ai grosse douleur dans la nuque par contre vis-à-vis de la position en descente sur le gravel très engagée avec les vibrations des vagues. Ça, je ne sais pas si ça pourrait être amélioré parce que j'ai vu quelques personnes qui avaient un cintre avec un flair, donc un angle plus important pour pouvoir être plus large en descente. Quand je les ai vus arriver sur la finish line, ils étaient complètement destroy. Je suis pas sûr que ça améliorerait le confort là-dessus. En revanche, je travaille peut-être sur des pneumatiques plus larges du coup. Plus large que du 40, ça pourrait être intelligent, peut-être du 47. Sur le max de mémoire, on peut monter jusqu'à du 47 en route 700, voire peut-être du 650B pour pouvoir mettre plus large, du 50 mm. Ça pourrait être une alternative pour gagner en confort avec les pneumatiques. J'ai bien sûr pensé à dégonfler un peu la pression, mais rien n'y faisait. Vraiment, le terrain est défoncé et ça casse le corps, quoi. Donc mal un petit peu partout, au niveau des vibrations, les mains, les pieds, bon, les fesses, c'est vrai que j'en parle pas, mais le fessier avec le gravel engagé, malgré le fait que j'avais un cuissard testé, approuvé. J'en ai emporté 2 d'ailleurs suite au Brésil, puisque j'ai tellement souffert au Brésil que là j'en avais pris un deuxième de remplacement. Grand bien m'en a fait, mais malgré ça, ça a été extrêmement douloureux à cause des multiples vibrations où à la fin je pouvais plus m'asseoir sur la selle, je pouvais plus me mettre en danseuse à cause de ma contracture au genou. Donc c'était un bon calvaire l'histoire, être entre deux positions en permanence comme ça et tout en essayant quand même de terminer le plus vite possible pour que la souffrance s'arrête. Ça n'a pas été une équation facile à résoudre, mais je suis allé au bout. Voilà côté physique. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que avec la poussière, avec le fait qu'il y ait des passages de véhicules, j'ai eu quelque chose que j'ai rarement, c'est-à-dire un début d'infection de la bouche. À force de respirer de la poussière, ça provoque une sécheresse de la bouche, on pense avoir des affes et ainsi de suite. C'est assez curieux, j'ai jamais eu ça. Et du coup, il faut bien en prendre en compte ce sujet-là, penser à une hygiène simple, se brosser les dents plus souvent peut-être, pour éviter ce problème, ou utiliser un foulard pour se protéger. L'Argentin Pablo par exemple roulait tout le temps en permanence avec un foulard sur le nez, sur les portions gravel, pour éviter d'être pollué de la poussière et éventuellement à la fois de s'infecter la zone buccale, mais également les yeux. Là en l'occurrence, moi j'avais pas de lunettes photochromiques puisque je les ai cassées, j'avais mes lunettes habituelles et il y a certains tronçons où je voyais absolument rien, du coup j'étais obligé d'enlever mes lunettes. Forcément ça assèche également les yeux, ça peut amener des inflammations, des infections. Donc, voilà, faut être vigilant à ces points-là, ces petits détails qui peuvent, si vous êtes sensible sur ces sujets, provoquer des souffrances, voire des abandons à cause de peut-être une conjonctivite ou des choses que vous pouvez attraper à cause des conditions extérieures de la course. Il y a eu bien sûr le froid qui a été très difficile à gérer, puisque dans l'approche du volcan Villarrica, qui est sur le dernier tronçon après le checkpoint 3, vous avez du 4 degrés le matin très tôt, et en sensation perçue avec l'humidité de la Patagonie, c'est du moins 5 voire du moins 10. J'ai dû utiliser ma couverture de survie en dessous, ma doudoune, donc une doudoune quand même que j'ai utilisée en Bolivie quand il faisait moins 20, pour pouvoir conserver une sensation de chaleur. Et c'est une des premières fois d'ailleurs que je l'ai utilisé, ma doudoune plus la couverture de survie plus toutes mes affaires,
pour arriver à résister au froid, parce qu'il était 3 heures du matin et que le soleil se levait tard, pas avant 6 heures voire 7 heures, et que c'est une course donc qui se situe en Patagonie avec pas mal d'humidité, des volcans, et du coup le matin il y a beaucoup de brume qui se forme, il y a de la néblina, et ça met du temps en fait avant que le soleil sorte, donc il faut vraiment prévoir que physiologiquement il faut tenir et avoir les bonnes fringues pour se réchauffer et pas être frigorifié, sinon c'est perdre d'énergie, pas beaucoup de ravitaux, pas beaucoup d'endroits pour dormir, ça peut rapidement tourner en amont dans l'histoire. Un point qui me vient en tête, c'est les triceps. Oui les amis, les triceps, ce muscle qui est derrière, le biceps qui est devant le bras. Les triceps avec les descentes, les vibrations, et bien croyez-le ou non, j'avais des courbatures, j'étais fatigué des triceps. Donc ça peut être dans les compléments d'entraînement que vous pouvez réaliser en plus de faire du vélo. Si vous allez sur une épreuve gravel extrêmement engagée avec beaucoup de pistes défoncées, de la caillasse, bref, plutôt un environnement VTT, je vous conseille de faire du renforcement musculaire. Ça pourra vous aider parce que ça fatigue, et voilà, travailler à la fois les avant-bras, les biceps et les triceps et les épaules, ça permet de se renforcer le haut du corps pour pouvoir encaisser les vibrations, parce que sur le gravel, il n'y a pas de suspension, hein, donc c'est tout le corps qui prend les vibrations, des milliers de vibrations que vous prenez dans la journée, et qui vous les vomit le soir quand vous devez vous reposer, et aussi également après pour la récupération. Justement, ça me permet d'enchaîner sur la partie récup, parce que là je viens d'enchaîner 2 ultras, le Brésil, dans des conditions d'humidité extrême, avec beaucoup de pluie, des conditions tropicales, et le Chili, donc dans des conditions complètement différentes, avec encore plus de gravel, sec, des pistes défoncées plutôt VTT, en 3 semaines. 32 000 mètres de dénivelé positif pour 2000 km au total. Bref, le corps a pris cher, donc là la phase de récupération a été extrêmement importante, physiologique, mécanique, prendre soin de la machine également, et nerveuse, pour pouvoir bien récupérer ces 2 challenges qui m'ont coûté quand même beaucoup d'énergie, je dirais surtout nerveuse, puisque le principal challenge à mon sens là, de l'enchaînement de ces épreuves, c'est bien récupérer mentalement. Au-delà de tous les bobos physiologiques que vous pouvez avoir, c'est être dans sa tête bien pour pouvoir repartir, et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc je tâcherai d'analyser ça avec attention, et peut-être de vous faire un autre tuto, une autre vidéo sur ce sujet, pour vous donner quelques conseils pour revenir d'un enchaînement d'ultra, en sachant qu'on est quand même sur des épreuves qui sont diamétralement opposées, dans le sens où le Brésil pour moi était beaucoup plus facile, c'est-à-dire que physiquement pour les jambes il est plus dur, mais au global, pour l'enveloppe corporelle, le Brésil est plus facile. Là où le Cross Andes pour les jambes, c'est plus facile. Par contre, ça vous détruit le corps à cause des contraintes liées au terrain, qui est vraiment engagé, qui est plus un terrain VTT. Donc c'est à tenir compte, c'est-à-dire qu'en fonction du calibrage des épreuves, clairement, c'est pas du tout les mêmes contraintes sur le corps, et du coup, c'est pas aussi la même démarche pour récupérer de ce type de challenge. Voilà ce que je peux vous partager les amis comme retour d'expérience mécanique et physique sur l'enchaînement de ces 2 épreuves, et surtout principalement sur la fin de cette course Cross Andes. N'hésitez pas à me poser vos questions dans la rubrique commentaires, et je tâcherai d'y répondre avec le plus de précision possible si vous souhaitez vous lancer sur ce challenge chilien ou sur d'autres challenges ultra. Pensez bien sûr à vous abonner, je vous dis tardivement sur la vidéo, mais c'est extrêmement important, c'est grâce à vous que cette chaîne vit. Et puis je vous dis à bientôt sur les routes et les pistes du monde, puisqu'il y aura d'autres défis qui vont venir, assurément, c'est pas les derniers. Alors, c'est sans doute le dernier de l'année 2021 qui se clôture en beauté, mais il y en aura plein d'autres en 2022, et je tâcherai de vous les partager. Allez, à bientôt, ciao!